Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue donc dans cette table ronde que j'ai l'honneur de co-animer avec Natacha. Et donc je suis Maëlys. Donc je vais vous faire une toute petite présentation avant d'introduire les différentes personnes qui sont présentes. Il est des lieux dans la ville d'Arles qui sont des espaces ouverts à tous, d'accueil, de soins, de solidarité, des lieux d'engagement conviviaux et inclusifs. Aujourd'hui, la table ronde rassemble différents lieux indépendants, collectifs et tiers-lieux. Ce collectif informel, donc représentant de tous ces lieux, est né depuis 2 ans, en juin 2021, d'un désir de mieux se connaître entre les lieux, de pouvoir échanger, partager ressources et informations, et également de contribuer à une dynamique collective de coopération. Depuis 2022, le collectif est soutenu par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de la région PACA, et le réseau Sud Tiers-Lieux, qui est donc une association qui représente l'ensemble des tiers-lieux de la région PACA également. Je vais vous faire une petite définition selon la DRAC des tiers-lieux pour ceux qui ne connaîtraient pas. Les tiers-lieux sont identifiés comme des espaces physiques protéiformes pour faire ensemble. Peut-être des espaces de coworking, des campus connectés, des ateliers partagés, des garages solidaires, des friches artistiques et culturelles, des jardins partagés. Ancrés sur leur territoire, ils sont des espaces de lien social, d'émancipation et d'initiative collective. Chaque tiers-lieu développe une activité singulière, mais tous permettent les rencontres informelles, favorisent la créativité et les projets collectifs. Dans les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe. Donc, ici, nous avons plusieurs représentantes de lieux collectifs indépendants ou tiers-lieux, qui, chaque lieu a une histoire et des activités différentes, un positionnement différent, mais se rejoignent ensemble dans leurs valeurs et leur volonté de faire ensemble. Maintenant, je vais vous laisser la parole et vous présenter succinctement. Je vous fais passer le micro. Bonjour, je m'appelle Lauriane, donc je suis coordinatrice de Parade. On est situé au 7 rue de la Roquette, dans un bâtiment patrimonial de 400 mètres carrés, qui accueille au rez-de-chaussée 2 commerces de proximité, Hit Parade, une super cantine, et la fringuerie Wantanara. On a également 5 résidents engagés, tous à leur manière, qui soient soit entrepreneurs, soit associatifs, dont un chantier d'insertion de développement web. On a également une programmation culturelle à l'année, presque un rendez-vous par semaine, un volet solidaire avec de l'aide administrative et numérique, des cours de français langue étrangère. Et c'est vraiment un lieu où chaque personne peut venir faire des propositions. On accompagne le maximum de projets qu'on peut, qui concordent avec nos valeurs. Bonjour, je m'appelle Claude, je représente l'association d'Educima. La présidente est en face de moi, elle s'appelle Elisa et moi je suis la vice-présidente. D'Educima, ça veut dire développement durable et citoyenneté à Mastibert, donc je ne vous fais pas un topo, l'objet est dans le titre. C'est une association qui a été créée il y a 15 ans et qui œuvre collectivement pour le développement durable et la citoyenneté. On crée du lien social, on organise des manifestations culturelles. On organise aussi beaucoup de manifestations autour de la sensibilisation à l'environnement, à l'écologie, sur les enjeux énergie-climat. Nous sommes une équipe de bénévoles sensibles donc aux enjeux sociaux, culturels, climatiques et environnementaux. D'Educima est membre de la réserve de biosphère de Camargue, on est donc éco-acteur, on est aussi membre du conseil de développement du Pays d'Arles et du comité de programmation leader. On est aussi au Parc naturel régional de Camargue, membre des commissions participation citoyenne et sensibilisation. Ça, c'est Véronique Coulon qui va représenter d'Educima au parc sur cette commission, et agriculture et élevage, et ça, c'est moi qui vais le représenter au parc. C'est l'ancien conseil de parc. On a un jardin partagé, ce qui fait que nous sommes un tiers-lieu, c'est que nous avons un jardin partagé que nous avons créé en 2014 sur un des terrains du Conservatoire du Littoral. C'est le seul jardin potager autorisé par le Conservatoire du Littoral, sur la partie qui est gérée par les marais du Viguera à Mastibert.
C'est un terrain de 5000 m² avec des parcelles d'environ 50 m². On peut en prendre plus. À l'heure actuelle, on est 15 jardiniers. Et c'est ça notre lieu à nous, notre lieu de travail à nous, c'est ça. On y fait aussi des manifestations culturelles parfois, des fêtes. Et puis sinon, on est très investi dans le village, très repéré dans le village. On organise beaucoup de manifestations. Et notamment, par exemple, là, ce printemps, on a fait notre manifestation culturelle annuelle qui s'appelle De l'art dans l'air à Mastibert, où on fait venir des artistes plasticiens. Parfois, on a travaillé avec Convivencia l'année dernière. On a aussi travaillé avec les Suds lors de cette manifestation. Et sinon, depuis 3 ans, on organise aussi une manifestation. Cette année, ça va s'appeler Transition 2050 et au-delà. Et on a travaillé sur la rénovation énergétique de l'habitat, l'année dernière sur les enjeux énergie-climat et cette année sur la consommation. Ça se passera en 2 étapes. Une fresque des déchets en octobre et peut-être le Répar Café, enfin, on espère, on croise les doigts. Et un vide dressing et un défilé de mode associé au mois de novembre. Voilà, donc on essaye d'être le plus actif possible, parce qu'il y a quand même des hommes dans cette association pour faire des choses. Voilà, merci. Bonjour, je suis Fanny Petit et je représente ici avec Luc qui vient d'arriver l'Archipel. Alors l'Archipel, c'est un très jeune lieu partagé qui est avenue Stalingrad, donc il y a à peu près 1 an. On a ouvert les portes il y a 1 an, au printemps de l'année dernière, qui est situé entre le centre-ville et le Trébon. Donc c'est un lieu qui abrite 8 ateliers d'artistes et artisans. Donc ce sont des lieux de travail essentiellement. Certains ouvrent leurs portes pour des stages ou des cours. Et une maison qui accueille la collective. La collective, c'est un lieu ressource pour les femmes qui a ouvert aussi il y a à peu près 1 an et qui est ouvert quotidiennement depuis septembre, qui est un lieu d'écoute, de soutien et de solidarité pour les femmes. Certaines personnes ici l'identifient bien ou y interviennent même. Mais comme c'est tout jeune, c'est encore à identifier. Voilà. Je vais juste passer, avant de te passer. Luc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'Archipel ? Non, c'est très bien, je suis juste pour me montrer. Non, mais nous, on a, il y a 2 entités, un peu qui, comme tu disais, il y a la collective, et nous, on s'est retrouvés entre artisans et artistes. On a nos ateliers, et je pense que, si c'est par rapport à l'ambiance, parce que moi, je suis dans l'association depuis assez longtemps, là, sur Arles, et c'est qu'il manquait beaucoup, il manque beaucoup d'ateliers pour soit les étudiants ou les artistes. Ça a été toujours pénible, et donc cette situation, du coup, a provoqué des lieux comme j'allais dire la collective, comme l'Archipel. Et je pense que ça a développé, parce qu'on se plaint beaucoup en tant qu'artiste, on n'a pas de lieu. Mais il faut prospecter, il faut en trouver. Et nous, on est tombé aussi pour rendre hommage aux propriétaires, parce qu'on dit souvent les propriétaires au niveau de la... Voilà. Mais là, super, il a adhéré à notre projet. Il aurait pu en faire une promotion immobilière. Avenue Stalingrad, ça se développe de plus en plus. Donc on va hériter de ça. Aussi, ça que j'aime bien dans l'histoire, c'est que l'avenue Stalingrad, c'était pas du tout glamour pour moi comme quartier, même si j'aime bien être à l'orée du centre-ville. Et c'est ça aussi un peu notre pouvoir, c'est à l'orée, c'est-à-dire entre les quartiers et le centre-ville. Et ça aussi, c'est une fierté d'être là et d'essayer de faire un lien. Ça sera un gros challenge pour l'Archipel. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a trouvé quelqu'un qui nous a écoutés, qui nous donne carte blanche. Et ça aussi, c'est important pour nous. Et on profite. Et on est au tout début d'une nouvelle aventure. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc après, il faudra voir l'accueil du public. On crée quelques événements aussi, parce que ça, pour moi, c'est important, de faire du lien. Donc on a... Comment ? Ah, pardon, excusez-moi. Eh bien, j'arrête. Et maintenant, je donne la parole à Chloé. Moi, je t'écoutais, hein. C'était très intéressant. Je suis Chloé, je représente Pop Arles, plateforme ouverte au public. Donc, nous sommes installés sur une ancienne friche industrielle de 5000 m² et nous avons la vocation d'être une plateforme dédiée à l'économie circulaire de proximité.
Nous proposons en gros des solutions. C'est une plateforme de services qui crée des solutions pour les industries culturelles du territoire, à la base et beaucoup principalement pour les professionnels. Et depuis peu, nous avons une salle avec une programmation culturelle qui propose donc des résidences et également des solutions qui permettent aux artistes, compagnies théâtre, de pouvoir s'exprimer également sur place. Donc on a une 50aine d'opérateurs sur site au quotidien, des entreprises, des associations, beaucoup d'artisans. Nous avons également parmi eux une torréfactrice en bio, Cafard Café, un apiculteur, toujours en bio aussi. Voilà. Bonjour, bonsoir, déjà l'heure de l'apéro. Alors, moi je suis Françoise Lacotte, je suis coordinatrice de l'association Vers un tiers-lieu en Pays d'Arles et nous sommes sur le tiers-lieu de la Verrerie, voilà, qui est à 500 mètres juste derrière. Donc on a peut-être la différence avec nos collègues d'être sur un espace purement extérieur, parce que quand même à l'archipel vous avez du bâti vous. Donc nous on a surtout des jardins, on anime 3500 mètres carrés de jardin sur un terrain qui appartient à la ville d'Arles, donc à vous, à nous, et que nous animons depuis 4 ans maintenant, avec une programmation aussi culturelle, avec des propositions d'ateliers, d'événements, des temps aussi de formation, de transmission, et sur différents domaines, que ce soit le numérique, l'éco-construction, de la transition écologique, la biodiversité, la nature évidemment, avec notre jardin. Et puis on est à disposition s'il y a d'autres questions, puis on va continuer. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 300 adhérents, on a 3 salariés à l'heure actuelle et à peu près une 30aine de bénévoles. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais vous poser une première question. Selon vous, quelle est la place de votre lieu collectif ou tiers-lieu dans le paysage social et culturel arlésien? Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole? Donc, je vais me lancer. On peut dire que Déducima est très impliqué et très intégré à Mastibert, puisqu'on est sur Mastibert. D'autant qu'on édite aussi un petit journal qui s'appelle Le Moustique depuis la création de l'association, et que c'est un petit journal qu'on fait bénévolement et qu'on distribue gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres du village et des masses environnants. Donc en gros, on le distribue environ à 650 exemplaires. Et il est là vous pouvez le voir sur notre stand. C'est vrai que nous, on est très investis dans le village et très reconnus dans le village. Mais on est aussi assez investi dans le paysage d'Arles, puisqu'on participe ici, on participe à la fête des associations, au parc, on est aussi membre du comité de programmation leader. Donc c'est très important de créer comme ça des réseaux et d'être ensemble avec les autres. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, notre mission, c'est de trouver des solutions concrètes. Donc, c'est un petit peu comme ça que nous nous positionnons sur le territoire, en apportant des solutions, notamment au niveau des déchets. On a une plateforme de tri qui permet de collecter et valoriser des déchets, donc verre, carton, huile alimentaire usagée, plastique et biodéchets, en partenariat avec des associations comme Petit à Petit, Regard, Mickey Nectou également, la vaissellerie arlésienne. On a pas mal d'opérateurs qui permettent d'œuvrer dans ce sens-là. On propose également des solutions au niveau logistique qui permettent de répondre à un vrai besoin. Chacune des activités de POP ont été réfléchies d'abord par rapport aux besoins. Donc effectivement, il y a un vrai besoin de stockage, notamment pour les entreprises ou les entités qui sont en centre-ville. Et donc on propose cette solution-là liée avec de la réception, de la livraison, de la réexpédition. Ça permet de développer le e-commerce pour des commerces qui peuvent être en centre-ville et qui n'ont pas forcément les moyens de vendre sur Internet. Et à ce moment-là, nous, on s'occupe pour eux de toute l'expédition de leurs colis, etc. Donc je pense qu'effectivement, nous, notre place, elle est vraiment au niveau des professionnels, d'aider au développement des industries culturelles et des entités locales. Alors nous, c'est très humble ce qu'on essaye de faire. On a très peu de moyens, donc on n'a pas de salariés qui est dédié. Enfin, c'est pas Quand je dis ça, ça pourrait paraître en opposition. C'est pas en opposition, c'est vraiment dans l'idée que à l'archipel,
on a un lieu extraordinaire, c'est très très grand. Donc on a 3 platanes, on a une cour magnifique dont on essaye de tirer parti, déjà pour faire un certain nombre d'événements en partenariat avec d'autres structures de la ville. Donc on a fait très peu de choses, parce que ça fait, comme je vous l'ai dit, qu'un an qu'on est sur place, mais on a fait une journée avec Ukraine en Provence en octobre dernier, on a fait un Noël de l'archipel, on a fait quelque chose avec les studios Franceschi il n'y a pas très longtemps, et où on peut co-organiser des événements qui nous paraissent chouettes pour nous et pour les habitants d'Arles, les habitants et les habitantes. Et il y a aussi la possibilité de certaines mises à disposition de ce lieu. Donc, par exemple, la Gay Pride qui a eu lieu en juin, elle s'est terminée dans la cour de l'archipel. Donc notre place, elle est à la fois d'essayer de construire des moments forts qui nous paraissent importants en partenariat avec d'autres, et aussi de faire bénéficier ce lieu par rapport à la problématique dont tu parlais, qui concerne effectivement les artistes et les artisans, mais qui concerne aussi les associations arlésiennes, le manque de place avec voilà, ça a été une vraie problématique ces derniers mois. Donc on ne va pas malheureusement se substituer au pouvoir public, mais on peut faire bénéficier ce lieu à moindre coût. Voilà. Et il y a une autre chose, excuse-moi, la collective qui est à l'intérieur de l'archipel. C'est un lieu ressource qui travaille très très en lien avec l'ensemble des structures médico-sociales du territoire. La plupart des activités qu'on propose sont gratuites ou sont à tarif libre, et c'est la dimension thérapeutique, la dimension du soin qui est centrale. Donc on travaille avec les assistantes sociales, avec la CAF, avec la PMI, la maternité, pour que ce lieu soit bien identifié par l'ensemble des femmes du territoire comme un lieu ressource pour elles. Un lieu où on prend soin de soi et on prend soin du lien à l'autre. Voilà. Donc un peu deux entrées. Je voulais juste parler au niveau culturel, pas le social culturel, vu qu'on est des artistes artisans. Donc j'aime pas ce mot, c'est pas de la production, nous c'est de la création, beaucoup. On consacre nos ateliers dans la création. Mais on essaye de faire quelques événements, on va dire 6-7 événements par an. Et on est libre de notre programmation. On échange entre nous, on n'a pas de dépendance, c'est ça qui est bon. Enfin, de plus en plus, et l'Ukraine, quand ça nous est arrivé, c'est parce qu'il y avait Nadia qui fait partie avec un atelier, qui a vécu 1 an là-bas, c'était fort pour elle. Elle nous propose un projet, on a dit banco, on y va. Et ça marchait parce qu'elles sont venues faire de la cuisine. Enfin, c'est ça, c'est comme ici, c'est un partage. Et quand on a fait Studio Franceschi, pareil, nos enfants, ils jouaient là-bas, intergénérationnel, les gamins viennent jouer, ça c'est super, c'est comme il faut à Pop, mais ça c'est top, quoi, de voir les gamins à 13 ans faire un tremplin. Moi j'aurais rêvé de jouer de la musique, et ça c'est tout simple à faire, à créer, et c'est ce qu'on veut. Et les gens, c'était un bel événement. Et comme là, moi j'ai un coup de cœur parce que avant j'avais créé un festival de court-métrage. Et là je fais un peu une info. C'est Atlantic Bar qui avait été présenté pendant les rencontres photos. Après on me dit tiens, il ne va pas pouvoir être diffusé. Je ne cherche pas pourquoi, comment. Mais par contre moi ça me titille parce que j'ai envie que ce film puisse être présenté. Comme après j'ai appris beaucoup de quelques structures aussi. Et on va le présenter, donc c'est le 22-23. Voilà, pour moi, c'est des coups de cœur, de l'émotion, comme j'en ai aussi ce soir à vous parler. Mais moi, je marche à l'émotion et à la liberté de choix. Et voilà, et ça fait partie des événements. Et l'année prochaine, on n'a pas notre grille. On va vous dire, tiens, 2023-24, on va présenter ça. Non, peut-être 2 mois avant, 3 mois. En même temps, voilà, on n'a peut-être pas envie d'avoir cette com. Et vous dire, par Insta ou je sais pas, ou bouche à oreille, parce que Atlantic Bar, je pense que ça sera le bouche à oreille. On n'a rien balancé encore, et voilà. La place de parade. J'aime bien partir des besoins aussi, un peu comme Chloé. On est quand même dans un quartier à La Roquette qui est historiquement assez populaire, qui est en train d'être transformé par les invasions Airbnb dont on parle beaucoup. Donc le projet est né vu le jour en novembre 2021, et un des objectifs c'était de contribuer à la dynamisation du centre-ville, de donner une place aux personnes, aux institutions, aux associations qui ont besoin de se croiser, d'investir des lieux. Clarisse Quillet, qui enseigne le français langue étrangère chez nous, dit souvent que c'est chouette parce qu'il y a on est dans des beaux bâtiments, on accueille des événements associatifs, pas dans une salle municipale avec des néons qui clignotent.
Et je trouve ça chouette en fait d'accorder la même valeur à tout type d'événement, et ça fait un peu la beauté du lieu, c'est qu'il y a une mixité des publics. Voilà, ça suffit, hein, c'est beau. Alors, la place de la verrerie dans le paysage social et culturel arlésien. Alors, ça devrait être à vous de le dire, hein. C'est un peu pompeux de parler de... On va parler de ce dont on aurait envie que soit la place, peut-être, ou de ceux qui la constituent. Il y a une programmation culturelle, il y a une programmation patrimoniale, puisque sur le lieu, je ne l'ai pas dit, mais il y a un monument historique qui est assez connu à restaurer, et 2 bâtiments aussi qui sont inscrits à restaurer. Donc il y a toute cette dimension de la romanité avec les sous-sols qui sont archéologiques, qu'on travaille dans des festivals ou à l'occasion de pratiques artistiques. Donc il y a, en termes de place, il y a clairement pour nous l'ambition de pouvoir être un espace test de laboratoire, un peu où on vient expérimenter bac à sable, des pratiques artistiques, des événements, d'autres pratiques éco-responsables. Il y a un lien avec les maisons de quartier, les centres sociaux du territoire qu'on soigne, alors sans aucun jugement ou condescendance. On vient avec humilité, voilà, dans les centres sociaux et dans les maisons de quartier pour proposer ce qu'on sait faire ou faire du lien pour qu'ils viennent ou qu'ils en sortent, voilà. Et on se fie toujours aux structures relais. Donc ça c'est notre place, mais là aussi très modeste, parce qu'il faut toujours le rester. Je te rejoins, Fanny. Et on travaille, voilà, dans cet esprit un peu d'écosystème. On parle beaucoup d'écosystème en Camargue. Et pourtant l'écosystème ça veut juste dire savoir vivre ensemble en fait, hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire à notre niveau. Et puis il y a un ancrage vraiment du quartier qu'on essaye de travailler le plus possible. Là on sort d'une réunion avec le comité d'intérêt de quartier de Trinquetail. On espère pouvoir faire des choses de nouveau à Noël avec le quartier pour le faire vivre. Et puis on a parlé d'Arles, donc on ne va pas aller au-delà, mais ne serait-ce que sur les territoires, il y a ce collectif là qui est assez beau quand même, et on espère qu'on y a tous notre place. Et peut-être ça va modifier un moment le paysage social et culturel arlésien, hein, la collaboration. Alors je n'ai rien contre toi, Luc, mais force est de constater qu'elle est très féminine. Voilà. Donc c'est peut-être une place aussi dans le paysage social arlésien, hein. Je sais pas si on pourra parler de la gouvernance des femmes et de leur façon de gouverner, qui est peut-être un petit peu, parfois, on l'espère, différente. Voilà, donc quelques mots. Je vous remercie. Avant qu'on passe à savoir si les personnes ont des questions, je voudrais aussi inviter Catherine pour qu'elle présente Convivencia, et surtout le fait que tu nous accompagnes, toi et Jean, depuis 2 ans dans le collectif. Alors certes, vous n'avez pas un lieu, je dirais, collectif. Par contre, toute la démarche de la construction et d'animation territoriale que porte Convivencia depuis plus de 20 ans et qui se résume au final sur ce festival-là. Bref, je t'invite aussi à parler de Convivencia dans le paysage social et culturel arlésien. Oui, donc on parle de l'association Attention Culture qui a été fondée en 1999 et qui est la structure support de la semaine Convivencia. On se considère comme un tiers-lieu, même si on est un tiers-lieu éphémère, qui fonctionne comme un tiers-lieu pendant une semaine dans l'année en ouverture publique, mais qui fonctionne 365 jours par an en tiers-lieu en termes de démocratie, organisation collective, etc. Et puis donc, lieu éphémère, mais aussi sûrement le plus ancien, puisque on en est à la 21e édition, que Convivencia faisait déjà tiers-lieu avant que le premier d'Arles s'installe dans des locaux. Le festival donc Convivencia, c'est à la fois un festival de musique du monde, résolument gratuit pour permettre l'accès à la culture pour toutes et tous, orienté sur les musiques du monde, la découverte et la curiosité, et la culture de l'ouverture aux autres. Il est doublé depuis un certain nombre d'années par un carrefour des alternatives et de la transition, qui est à la fois un lieu de sensibilisation de la population, de monsieur et madame tout le monde, à ces enjeux, et un espace de rencontre forum des acteurs éco-responsables du territoire. Côté forum qui est susceptible
de faire naître des projets collectifs innovants. J'en veux pour exemple la création de la vaissellerie qui, au départ, on a récolté de la vaisselle un petit peu de droite et de gauche pour des besoins d'une édition de Convivencia, parce qu'on ne voulait absolument plus avoir de jetables, sous l'impulsion de Zéro Déchet Pays d'Arles. Et puis à la fin du festival, on s'est posé la question, est-ce que chacun reprend ses assiettes, ses couteaux, etc. Et on a décidé, non, on va tout mettre dans un pot commun. Avec la map du Ruiné à l'époque. Et puis petit à petit, ce collectif a grandi, s'est structuré et est maintenant animé par cette structure que l'on retrouve aujourd'hui ou qu'on a retrouvé les jours précédents en tant qu'exposant ou en tant que participant aux tables rondes. Alors notre place, elle est dans le cœur des gens. Je pense que c'est le lieu le plus chaleureux qu'on puisse trouver. Bon, après, il y a un peu d'émotion aujourd'hui parce que c'est une histoire qui va s'arrêter sous cette forme et sous ce format. Merci beaucoup, Catherine. Lieu chaleureux grâce à des personnes chaleureuses, il faut le dire. Je ne connais que 2 visages, alors je me réfère à ceux que je connais. Avant de continuer, est-ce que déjà vous avez des questions jusqu'à maintenant? Vous avez tout compris, c'est parfait. On continue. Pour la prochaine question, on va parler d'expression citoyenne. Donc, comme son nom l'indique, l'expression citoyenne, c'est s'exprimer, c'est donner son avis, c'est débattre, c'est discuter, c'est partager avec les gens. Mais surtout, l'expression citoyenne, c'est agir, c'est devenir acteur et c'est s'engager. Voilà, ce n'est pas que tous les 5 ans quand il suffit d'aller voter. Et donc, du coup, nous, on aimerait savoir pourquoi les endroits comme les lieux collectifs et les tiers-lieux permettent l'expression citoyenne, justement. Alors moi, j'aime bien parler d'éco-citoyenneté à POP. Pour moi, il y a un devoir de responsabilité de prendre en compte l'environnement qui, du coup, crée... Alors, c'est un néologisme, mais qui, je trouve, marche assez bien. C'est ce qu'on essaye un petit peu, nous, en proposant des solutions, des alternatives à ce qui existe déjà. Donc, avec la décarbonation du territoire, en proposant des livraisons en mobilité douce avec Aquanco, mais aussi pousser le public, pousser les professionnels à remettre du coup la logistique, une logistique différente, à mettre en place une logistique différente. Donc là, par exemple, on a un opérateur qui venait tous les jours récupérer du matériel, du stockage en voiture. Et on a réussi avec lui à créer un modèle qui lui permet de ne plus du tout toucher son stockage en voiture. Ça ne se fait plus que par vélo et avec un système de livraison et de logistique totalement décarboné. C'est exactement la même chose avec les boucles vertueuses de nos déchets. C'est Aquanco qui récupère les déchets directement triés grâce à leur application gratuite en ville et les amène à POP. Et là, différentes entités viennent valoriser les déchets. Mon but aujourd'hui, c'est de réfléchir. Le lien avec l'éco-citoyenneté, c'est que je trouve qu'il devient important d'avoir une réflexion responsable et de se poser des questions. Comment mieux jeter mes déchets? Comment mieux consommer? Donc, on met à disposition le lieu à la MAP pour qu'elle puisse distribuer ses légumes. La MAP du coup de Fontvieille, de Sidamos. Comment mieux circuler, comment mieux faire de la logistique, comment mieux laver. On a une station de lavage de contenants réutilisables soutenue par l'ADEME et la région qui permet de faire en sorte que les festivals n'utilisent plus de contenants jetables et d'utiliser des contenants réutilisables, mais surtout laver localement. Je vais vous donner une solution où là c'est très simple, les éco-cups, ça fait longtemps que tout le monde connaît ça. Par exemple, il y a une entité qui est à la Salon de Provence, dont je tairai le nom, qui utilise que des éco-cups, donc qui est très content d'avoir gagné des points RSE parce que sa cantine utilise que des éco-cups. Et tous les 15 jours, ils envoient 6000 verres éco-cups à laver dans le 9-3. Donc il y a un gros souci avec ça aussi. Donc nous, l'idée avec ce projet-là a été
de créer des petites stations de lavage localement, permettant de laver ces contenants réutilisables localement. Pour moi, l'éco-citoyenneté est une question de responsabilité. Et pour rebondir sur ce sujet, je vous invite à vous diriger vers la carte Arlons-y, qui vous permet d'avoir des actions d'éco-responsabilité. Voilà. Alors, comment permettre l'expression citoyenne? Peut-être, tu disais, au-delà du vote qui s'exprime tous les 5 ans. Quel vote? Qui vote? Donc peut-être que l'expression citoyenne, elle a envie, besoin d'autres moyens d'expression que celui-là et qui soit peut-être un peu plus fin en termes de contenu, peut-être plus capacitant. Ça a l'air d'être un gros mot, mais en fait, c'est plus du binaire. C'est plus je vote pour qui, c'est peut-être comment je viens de tester moi-même d'autres solutions, que ce soit de la gouvernance partagée, que ce soit de l'éco-citoyenneté à un niveau économique, à un niveau personnel, avec une réduction des déchets, une autre façon d'être mobile, une autre façon d'apprendre. On dit, c'est un peu pompeux que des fois que les tiers-lieux sont des laboratoires d'innovation sociale, mais en même temps, c'est effectivement des lieux où on peut tester, où il y a de l'accueil inconditionnel. Et peut-être que finalement, l'expression citoyenne, nous, on va peut-être créer des conditions d'accueil qui vont permettre qu'on s'exprime, parce que s'exprimer, tu es libre de le faire un peu partout en France, mais peut-être les lieux où tu peux ne sont pas toujours propices à l'accueillir. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et au-delà de l'expression, parce que s'exprimer, c'est une chose, mais faire, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'on souffre pas mal en France de ce syndrome de il n'y a qu'à faucon. Et moi, j'ai des formidables idées et la plèbe va les mettre en pratique. Et en fait, se réapproprier l'action citoyenne, je parlerai plus d'action que d'expression peut-être, c'est là que les tiers-lieux ont probablement, on l'espère, enfin en tout cas à la verrerie, un rôle à jouer. Voilà. À Parade, quand vous arrivez, il y a souvent Pierre qui vous accueille au rez-de-chaussée avec la friperie et ça prend pas 3 minutes qu'il vous propose d'être bénévole. C'est un peu l'idée. Je pense qu'il y a une place un peu pour tout le monde dans les tiers-lieux. Quand vous arrivez avec une idée de projet qui vous manque un cadre. Et il y a quelques semaines, on a accueilli 4 jeunes mamans qui avaient envie de proposer de diffuser un documentaire d'Ève Simonet sur le changement identitaire après la naissance d'un enfant. Et elles sont venues me voir, elles m'ont dit on n'a pas d'asso, on n'a pas de vidéoprojecteur, on a juste ce film qui est un super boutique qu'on aimerait partager. Et 2 semaines plus tard, on avait organisé la projection et il y avait 40 personnes et voilà, c'était super. Donc c'est un peu l'idée de l'accueil inconditionnel, que ce soit en tant que public, visiteur, consommateur pour le café ou acteur, d'aller proposer des nouvelles expériences, puisqu'on parle de laboratoire. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le niveau de l'initiative en train de se construire. Déjà en elle-même, c'est une initiative citoyenne, c'est-à-dire le lieu qui se construit collectivement, les décisions qu'on prend sur la gestion du lieu, sur qui on va accueillir, justement, par exemple, jusqu'où on accueille, parce que j'aime bien cette idée de créer des conditions d'accueil, parce que ça repose toujours la question aussi de jusqu'à quel point on est propriétaire du lieu, à quel point c'est partagé avec d'autres, à quel point, quel est le curseur, le politique, le religieux, quels sont les... Voilà, comment on fait vivre ce lieu, c'est déjà une initiative citoyenne à l'œuvre, quoi. Et après, la question de l'ouverture pour que ce ne soit pas un lieu qui se ferme et qui devienne un entre-soi ou qui se ferme tout simplement, en fait, ou qui vivote. Ça, c'est encore une autre question qui est vachement dure à prendre en... Comment dire, l'idée de conditions d'accueil, de favoriser, de faire en sorte qu'on puisse être ouvert à des propositions et ça se travaille, parce que finalement, à chaque fois, tu remets sur l'établi des questions hyper importantes. Comment la décision se prend, qui prend les décisions finales, qui parle. Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu au quotidien qu'on remet sur le fil. Et j'aimerais bien qu'on arrive, par exemple, à l'archipel à faire de cette fragilité notre force. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va rien figer, on va tester, on va remettre en cause, on va peut-être partir,
Mais si on arrivait à garder, à faire en sorte que cet exercice soit toujours à l'œuvre, bah ça, ce serait pas mal. Mais c'est pas du tout dit qu'on y arrive. Hein. On n'a qu'un an. Oui, bonsoir François. Engagement associatif, engagement citoyen, engagement politique, vous êtes à la frontière, il me semble. Est-ce que la municipalité d'Arles vous soutient? Est-ce que vous les emmerdez? J'ai pas les mêmes termes que vous, mais moi je vais vous dire en tout cas par rapport aux artistes, les ateliers artistes. Moi j'ai à l'archipel, donc je représente l'archipel. Ah d'accord, donc moi l'archipel. Moi je connais un peu le tissu culturel. J'avais fait partie de l'appartement Harcourt Vidéo, donc au niveau association, les subventions et les dossiers, et enfin voilà, donc je connais. Donc là, une décision collégiale, c'est qu'on a besoin, maintenant j'en suis aussi avec l'expérience, on a besoin de rien. Je pars de là. Et pourtant on n'a rien. Mais on peut faire des choses. Donc c'est comme ici, on n'a rien. On le voit dans toutes ces structures, mais que ce soit Arles, partout, quoi. On est soit des bénévoles, on a foi en ce qu'on fait. Et voilà, ça se paye. Oui, notre physique, notre temps qu'on passe et tout. J'aime pas ce mot un peu, mais on a foi en ce qu'on fait. Et voilà, donc on est en collectif et on y va. Donc on va faire le panier par rapport aux ventes. On va faire le petit bar comme on faisait quand on avait des petits groupes de rock et tout. Et voilà. Par contre, je passe pas le perron. C'est compliqué. Pour moi, c'est des dossiers. Enfin, ce sont des dossiers pour tous les résidents et tout. Donc on a décidé que non. Peut-être que ça changera. Mais pour répondre à votre question, nous, on fonctionne comme ça. On y arrive et voilà, on a une économie fragile, mais quand on a motivation et des convictions, on y va. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Puis comme on fait des micro-événements, voilà, ça fonctionne comme ça. Pour répondre aussi à votre question, d'abord, ça dépend des fois. Ça dépend évidemment de l'engagement politique de la municipalité, enfin de ce qu'elle pense. Ce sont des choix, il y a des choix qui sont faits, qui font qu'on peut être plus ou moins aidé ou pas du tout, ou ça dépend. Mais sinon, c'est vrai que c'est essentiellement de l'engagement bénévole. Et pour rebondir sur la question précédente, on pourrait dire que nous, on travaille, notre outil de participation citoyenne, c'est le journal Le Moustique. Ce petit journal, on le fait avec les habitants, c'est-à-dire qu'on va solliciter les gens. Et on a toujours, par exemple, une rubrique « Mon métier ». Eh bien, on interviewe quelqu'un qui travaille à Mastibert sur un métier. Ou bien alors... pardon ? On fait aussi des coups de gueule. Et les coups de gueule sont écrits par différentes personnes. Donc c'est vrai que Mastibert, ça a la particularité d'être à 18 km, 20 km d'Arles. Donc c'est assez excentré, c'est assez populaire, on va dire ça comme ça. C'est à la fois regroupé et rural. Et c'est vrai qu'un outil, une feuille de chou comme la nôtre, permet à pas mal de gens de s'exprimer et de se retrouver dans ce qu'on a à dire. C'est ça qui compte. Bon, bien sûr, le jardin aussi, mais et les manifestations. Pardon ? Oui, c'est-à-dire qu'avec le moustique ou avec les manifestations qu'on fait, par exemple de l'art dans l'air à Mastibert, permet à des artistes, qu'ils soient complètement amateurs, semi-pro, pro, de participer. Et donc, il y a beaucoup de gens du village ou des alentours qui sont là et qui sont mis en valeur. Il y a des commerçants qui sont mis en valeur. Voilà, donc on essaie le plus possible d'être dans un lien et notamment aussi de travailler avec le centre social lorsqu'on peut et avec les autres associations. C'est notre façon à nous de travailler comme ça sur le lien social. Je vais juste rebondir sur la question de monsieur. Je vais parler au nom du collectif, parce que l'idée aussi de se monter en collectif, même s'il est informel, c'était aussi de créer un outil de communication qui répond pour tous, et peut-être d'engager, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, des actions de plaidoyer, d'être plus entendus. Donc l'idée de ne pas juste prêcher pour son propre lieu, mais plus pour tout ce qu'on est en train de vous présenter depuis le début, des lieux collectifs
qui permettent l'expression citoyenne, l'action aussi. On n'est pas juste un lieu où on peut consommer. On a envie aussi de construire la société de demain. Et l'idée de se monter en collectif depuis 2 ans, c'est une initiative qui, sur la région, est innovante. Elle existe à peine. Moi, j'en parle souvent. Et d'autres lieux sont en train de se monter, des collectifs de lieux dans l'échelle de la région. Et ça permet aussi d'initier donc, des actions et peut-être d'être plus entendu, alors sur une échelle de ville, de département, de région et aussi au niveau national. Voilà. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a monté donc cette petite plaquette, tous en commun, pour aussi commencer ces actions-là à plusieurs. Et on a un stand qui est juste derrière vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on dérange ? Ben, évidemment qu'on dérange. Et pourquoi est-ce qu'on dérange ? On dérange parce qu'on a un fonctionnement égalitaire entre nous, entre les adhérents de l'association, et on se pose collectivement la question, bon, on a ce projet-là, et alors comment c'est-il qu'on va s'y mettre ? On fait tous ensemble pour aboutir le projet quel qu'il soit. On est dans des postures de solidarité entre nous, mais également de solidarité avec les autres structures associatives du territoire avec qui on est amené à travailler sur un petit temps ou un temps beaucoup plus long. Et puis, on est aussi sur une solidarité sans faille. On est compagnons de route, on s'entraide. Nous, ici, à Convivencia, il y en a pas un qui a plus le droit de la parole que d'autres. On est interchangeables. Il y a hier la team vaisselle, en plus c'est un modèle d'intégration. La team vaisselle sont des personnes qui sont dans une famille d'accueil, sont des personnes en situation de handicap mental. Et puis bon, ils organisent le lavage de la vaisselle, ils le prennent en charge, etc. Hier, ils ont préféré aller faire la plonge dans la mer Méditerranée. On s'y est tous mis. La vaisselle, elle a été faite par d'autres dans l'équipe. On a fait tourner un petit peu. Donc voilà. Et donc ça, c'est très 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 dérangeant pour les politiques, parce que les politiques, eux, ils sont dans des postures pyramidales. Il y en a un qui pense, qui réfléchit, qui décide et qui demande aux autres de faire à sa place. Voilà. Peut-être que nous, on a un lien particulier à la ville parce qu'on est sur un espace qui appartient à la ville. Donc on a de facto une relation directe avec eux au niveau du foncier en tout cas. Sur la dimension politique, je pense que là, chacun s'est exprimé, et notamment sur l'action citoyenne qui n'est pas toujours alignée sur l'action politique. Mais je pense que c'est le rôle de la démocratie aussi. Après, pour dézoomer un petit peu, actuellement, techniquement déjà nous, la ville, cette année, a contribué à notre projet. L'an dernier, on était sur 100 000 € de budget, il n'y avait aucune contribution en numéraire de la ville. Il y avait une contribution de mise à disposition du site pour une valeur d'à peu près 10 000 € à l'année, plus les fluides, eau et électricité. Voilà. Et le chauffage à la maison de quartier qu'on utilise ponctuellement. Donc la contribution, elle est réelle, elle se chiffre. Après, on pourrait se dire, ce serait bien qu'elle soit peut-être plus importante. Je pense si on dézoome un peu, il y a aussi le facteur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. On est un collectif arlésien, mais des tiers-lieux, il y en a 2500, peut-être 3000, peut-être 5000 en France. Il y a le recensement là, qui doit sortir. On est une région assez en retard sur les questions de coopération, sur les questions de tiers-lieux. Sur l'émergence de ces lieux qui existent, mais voilà, souvent discrètement. Et effectivement, le monde politique, peu à peu, s'acculture à cette réalité-là. Donc, il peut y avoir une défiance, comme pour toutes les choses qu'on ne connaît pas, à juste titre ou pas, parfois. C'est toujours les postures. Nous, on continuera à faire tiers-lieu, parce que le principe de faire tiers-lieu, c'est se rencontrer, c'est échanger, et c'est changer ou pas de position. Mais en tout cas, d'abord se connaître, parce que souvent, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il y a un travail qui va se faire peu à peu. Je prends une petite casquette qui est le réseau régional des tiers-lieux. Il y a même ça, qui est Sud Tiers-Lieux, et où on fait ce travail-là, un peu de lobbying. Voilà. Et c'est aussi le résultat de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, je pense qu'il ne faut pas catégoriser. C'est-à-dire que les tiers-lieux, ils essayent de faire en sorte qu'on sorte du silo, qu'on hybride justement
toute cette réalité de silo. Donc, je dirais l'erreur, ce serait de nous y remettre, tous autant qu'on est. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions encore, des réactions? Bonjour. Sur cette question de la citoyenneté, je serais curieux de savoir comment vous pensez vos gouvernances, quelles réflexions vous portez, par exemple, sur le modèle associatif. Voilà, concrètement, comment à la fois vous pensez, vous agissez vos gouvernances. Grande question. Waouh. Alors, Parade, c'est aussi un bébé lieu. On a ouvert en novembre 2021 avec une association qui s'est créée l'été précédente, donc avec un CA, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est des questions qui se posaient, qui se posent et qui se poseront parce que clairement, on a des résidents qui sont impliqués dans la gouvernance. On a la foncière qui prend la décision de nous suivre, de nous soutenir à son échelle. On a des partenaires comme Petit à Petit ou Helpadmin. Et moi, j'ai réalisé au bout d'1 an qu'en fait, le système de CA fonctionnait pas parce que en collectif avec tous ces gens qui portent un seul projet, j'avais 4 personnes qui étaient impliquées chaque mois dans nos réunions et ça fonctionnait pas. C'était pas porte-parole de la majorité en tout cas. Donc, on est en train de changer ça. On a une AG lundi à 18h si vous voulez venir pour découvrir un peu qu'est-ce qu'on projette. Et on va probablement du coup garder notre association, mais ajouter une entité qui sera une SIC a priori. Je dis a priori parce qu'on l'étudie, on se fait accompagner par France Active pour cette nouvelle entité qui verrait le jour a priori en 2024. Mais c'est un sujet complexe. En tant que vieille association, puisqu'on a 15 ans, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens qui sont investis sont souvent investis assez longtemps et que c'est un petit peu compliqué de recruter des nouvelles personnes. Encore que on a un outil qui est le jardin. Et ce jardin a fait rentrer beaucoup de monde dans l'association. Par exemple, la présidente actuelle est venue grâce au jardin. Et c'est vrai que cet outil-là nous a permis d'avoir de nouveaux adhérents et du sang neuf. Mais pour autant, quand même, c'est pas si simple que ça de renouveler. Voilà. Mais bon, on y arrive quand même. C'est-à-dire qu'on y arrive... pas sur la gouvernance, mais par exemple sur le journal Le Moustique, c'est vrai qu'on arrive à faire parler des gens ou à faire écrire des choses. On travaille avec l'école, donc les enfants nous ont fait tout un article sur des tas de choses qu'ils ont fait cette année. Donc c'est notre façon à nous de le faire, mais ils ne sont pas dans la gouvernance, ça c'est sûr. La gouvernance associative, c'est bien difficile et ça fonctionne souvent sur les mêmes. Mais après tout, peut-être que c'est pas grave. Peut-être que ce qui compte, c'est d'être l'énergie que ceux qui sont là mettent et la militance qu'on y met d'une certaine manière. Et puis tant pis. Et puis de toute façon, au fond, ça essaime, ça fait une nappe souterraine. Voilà. Merci beaucoup. Tu voulais intervenir ? Oui, pour moi, il y a 2 sortes de gouvernance. Il y a la gouvernance obligatoire subie par le statut associatif, avec le rythme des AG, les noms à déposer à la préfecture, etc. Et puis après, il y a l'action et la manière de se mettre ensemble en action au service d'un projet et non pas au service de statut. Et donc moi je fais un petit peu la différence là-dessus. Et donc c'est l'action qui crée la gouvernance et donc qui est quelque chose qui est susceptible d'être mouvant. On va organiser un truc, s'organiser ensemble d'une manière pour quelque chose, d'une autre manière pour autre chose, et ça va évoluer. Puis après, par contre, sur l'administratif, il y a une certaine permanence, mais ça pas. L'administration, le statut, ça n'a pas trop
Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est le projet. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le projet. Par contre, le cadre juridique, il signifie quelque chose aussi. Et aujourd'hui, le fait que, effectivement, on re-questionne ces modèles associatifs, de coopératives, et qu'on aille plus vers un modèle coopératif, je pense qu'on aspire tous à une forme de coopération qui est la gouvernance partagée. Par contre, la traduire de façon dans un cadre juridique, c'est plus compliqué. Il y a des cadres juridiques qui ne sont pas très connus, et par les associations et par les politiques, et donc desquels ils sont méfiants. Et c'est clair que ce cadre, il doit changer, il est en train de changer. Il y a même des rapports gouvernementaux sur comment on facilite la naissance des SIC, des SCOP, qui devraient peu à peu redescendre, parce que pour l'instant, c'est quand même compliqué, c'est lourd. Voilà. On navigue entre l'association et l'entreprise. Hein, ça, on n'en a pas forcément. Enfin, je ne sais pas si ça ressort de ce qu'on se dit, mais c'est des nouveaux formats. On dit là, c'est ni la maison ni le travail, hein, le tiers-lieu. Ben, pour le coup, c'est ni l'entreprise ni l'association, c'est aussi une forme coopérative. Et il faut qu'elle se trouve. On la réinvente, on la réinterroge beaucoup. C'est fatigant de décider à plusieurs. C'est très beau, c'est plus pérenne. Mais il y a besoin d'un cadre, en tout cas que le cadre légal, de ce que nous on constate, change un peu. Voilà. Et ça va arriver nécessairement, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense que ça me permet de faire une transition trouvée. En tout cas, on a parlé de gouvernance. Moi, je vais remonter un peu à l'échelle au-dessus de ce fameux collectif dont on vous parle depuis le début. Étant tous des professionnels de l'associatif dans l'entrepreneuriat, on avait envie de se rassembler, mais plutôt d'une façon informelle et pas forcément de recréer à nouveau un cadre et à nouveau une association pour fédérer des associations. Donc on est allé à un modèle très simple, déjà des rencontres informelles 2 heures par mois, où tout le monde s'y attelle. Et ensuite, quand on a eu l'occasion d'avoir une petite subvention pour fonctionner tous ensemble et pour essayer de passer en mode d'action partagée, tous ensemble, on a été hébergé, parrainé par le fameux réseau dont on vous parle, le réseau des tiers-lieux au niveau région PACA, qui nous a donc hébergé l'association et permis aussi ce petite trésorerie. Et donc, ça me permet le pont sur cette dernière question qui est plus autour de la mutualisation. Comme vous avez pu entendre, on a pas mal de lieux qui hébergent différents types, soit de collectifs, d'artisans, d'artistes. Donc, en quoi pour vous la mutualisation est-elle un outil de développement territorial? Et je commencerai par moi-même. Je ne suis pas bénévole cette fois-ci. L'année dernière, oui, mais pas cette année. Grâce à la subvention, on a pu aussi financer un peu de mon temps. Et je suis la preuve d'être une ressource humaine partagée avec plusieurs lieux. On mutualise à l'histoire d'1 jour par mois. Voilà, je travaille pour le collectif, donc pas pour un lieu, mais pour plusieurs. Et c'est intéressant ces modèles-là. Et maintenant, je laisserai la parole aux personnes qui sont présentes sur cette histoire de mutualisation d'outils, de lieux. Alors la mutualisation, dans tous les cas, je pense qu'ici, c'est le fer de lance de tous les lieux qui sont présents. À l'échelle territoriale, elle fonctionne déjà, les communautés de communes fonctionnent par la mutualisation de moyens, le transfert de compétences, etc. Nous, à notre échelle, elle se traduit par des actions, mais surtout par la solidarité et par un partage de nos ressources, de nos compétences. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir, à être ensemble plus forts. Moi, personnellement, j'ai depuis déjà plusieurs années décidé de ne voir plus que mes missions professionnelles qu'en fonction des associations de compétences qui peuvent se former. Et je crois que c'est là qu'on peut générer de la valeur pour nous, humainement. Et c'est là que l'aventure devient intéressante, à mon avis. Donc si en plus on arrive à faire ça à l'échelle territoriale, c'est magnifique. Pour revenir au collectif, là moi je reviens de 5h30 de trajet de train de Bordeaux pour mesurer l'impact environnemental des tiers-lieux en France. Et donc là, c'est plusieurs tiers-lieux, plusieurs entités qui réfléchissent à ça. Et c'est pareil, il y a une véritable association de compétences. Donc nous, on a réussi, et ce modèle de collectif tiers-lieux était à l'échelle nationale et très apprécié, en fait, et innovant aussi même au niveau des tiers-lieux. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à avancer, vraiment. C'est pas une question, c'est pas un terme marketing, c'est que c'est réellement la suite. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à continuer. Ça, c'est le maître mot. C'est pour ça que on est présent aussi
Aujourd'hui, c'est que, toujours pareil, après quelques expériences, la mutualisation, c'est le maître mot pour quand on fait du bénévolat ou justement, voilà, on ne demande rien. Et ça, on se dit, dans la culture, ça aurait dû être comme un beau mot qu'on utilise depuis longtemps, maintenant l'ADN de la culture, quoi. Quand j'organise un festival, que ça soit un institutionnel, quand je vais jeter des socles à la poubelle, pourquoi je ne les garde pas et pourquoi je ne demande pas aux structures associatives ou à des petits artistes qui sont là présents au niveau local de leur filer mes socles. Et ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ben, ça y est, c'est rentré dans l'ordre culturel, on va dire, où maintenant on pense à ça. Et là, je suis ébahi, moi. Je me suis dit, waouh, super, on pense aux autres, on pense aux petits, aux locaux, et voilà aussi pourquoi je me dis mutualisation, voilà, ça peut être du matériel, ça peut être des compétences. Nous, on est des artistes et des artisans, on n'a pas la compétence admin. Eh bien, si jamais il y a une administratrice qui peut être mutualisée dans les différentes structures, que ce soit les nôtres ou dans... Eh ben, ça nous lève un super poids, quoi. Parce que nous, on a envie de créer. Et là, on se dit, on a une responsabilité. Donc, voilà, ça nous demande des réunions, des AG. Et quand vous parliez après de la gérance, nous, on s'est mis en co-responsable. Et puis, à un moment, on se met, toute l'équipe, tous les résidents sont dans le conseil. Mais on voit aussi, même moi, le premier... peut-être que l'année prochaine, on va changer. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est évolutif parce qu'on n'a pas, comme ils disent, le business plan. Voilà. Oui, il y a l'idée que ça profite à d'autres. Et puis, je dirais, la mutualisation, on n'a plus le choix en 2023, à la fois par manque de moyens et par éco-citoyenneté, par éco-engagement. Aujourd'hui, jeter quoi que ce soit, ça n'a pas de sens. Donc, l'intérêt, c'est aussi de se dire qu'on puisse, nous, dans le collectif, valoriser ce qu'on doit renouveler ou jeter, et du coup, trouver preneur. Donc, clairement, la mutualisation, c'est, je pense, effectivement ce qui nous lie tous. Et sur la mutualisation des savoirs, il y a peut-être quelque chose là qui est un peu spécifique au tiers-lieu, qui est de se dire que, quel que soit son âge, on peut apprendre. On est dans un pays qui est quand même très académique et sorti de la formation continue, réapprendre la reconversion, ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais dans les espaces de tiers-lieu, vous pouvez commencer à découvrir autre chose sous un format un peu professionnel, avec un accompagnement, avec des tests. Mais du coup, pour le coup, la mutualisation des savoirs, elle a du sens, là. Des savoirs, des compétences, c'est de la transmission aussi. Et on parle souvent des lieux, des espaces, parce que c'est des machines, quand c'est des tiers-lieux de production, parce que c'est ce dont on a besoin. On connaît la crise du foncier aujourd'hui à Arles, mais la dimension un peu des savoirs, elle est, je pense, aussi importante. Moi, je voulais juste dire une chose, mais je ne sais pas si je vais réussir à la formuler correctement. Dans mutualisation, moi j'entends aussi deux choses, c'est-à-dire j'entends la mise en commun ou la circularité, le mouvement, donc ça c'est ce qui est effectivement déjà très en avance et ce qu'on voit là. Mais il y a un autre aspect que je trouve vachement plus difficile à mettre en œuvre, c'est la question de la gestion solidaire ou de la mutuelle. Enfin, dans mutualisation, il y a aussi mutuelle où quand on est en difficulté, qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour soutenir l'autre ou qu'est-ce qu'on met en place par anticipation des difficultés à venir, qui sont souvent quand même des difficultés financières aussi. Donc des lieux ou des personnes qui travaillent dans ces lieux. Voilà, comment on organise la mutuelle. Donc je sais pas si je l'ai bien formulé, mais en tout cas pour moi dans la mutualisation il y a ces deux aspects et je trouve que sur cet autre aspect on a encore un peu de travail pour imaginer une gestion solidaire et qui anticipe aussi les aléas et qui soit vraiment qui permette un fonctionnement commun. Pour le coup, il peut y avoir une responsabilité des collectivités territoriales là-dessus, parce qu'il y a quand même eu un groupement d'employeurs à un moment à Arles qui est un peu périclité. Donc peut-être que là pour le coup, on parlait de l'engagement politique. Là, il y a peut-être quelque chose qui relève d'une autre responsabilité. C'est vrai que la mutualisation alors nous on est une association, on n'a pas de salariés, on en a eu un au début avec le jardin, mais maintenant on n'en a plus. Mais la mutualisation pour un projet, pour les projets que porte des DUCIMA, c'est très important parce que nous on est dans un village, on est loin là-bas, on est perdu au milieu de la pampa. Qui est déjà allé à Mastibert ici? Il n'y a pas beaucoup de monde quand même.
mis à part Chloé. Mais, et donc c'est vrai que la mutualisation, l'entraide, c'est très important pour créer du lien territorial, et pas uniquement au niveau d'Arles, au niveau du pays d'Arles. Et par exemple, cette mutualisation, elle a eu lieu entre Déducima et Convivencia, par exemple, l'année dernière, où Convivencia nous a aidés financièrement et avec un concert lors d'une manifestation parce qu'on n'avait plus de sous, quoi. Et je ne sais pas si ça s'appelle de l'entraide, est-ce que c'est de la mutualisation? Mais oui, je pense que c'est de la mutualisation. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour tout ce qui est hors Arles-Centre. Voilà. Vraiment penser qu'il y a d'autres lieux qu'Arles-Centre et qu'il y a de la vie dans les villages et dans les villages en dehors d'Arles aussi, et que ça, c'est important à innerver. Voilà. Non, dans nos réunions mensuelles du collectif, on a mis en chantier quelque chose qui n'est pas encore abouti, mais qui va arriver, qui est justement tous ces espaces de mutualisation entre nous potentiels. On a commencé donc un catalogue bassement matériel qui a un vidéoprojecteur, qui a des tonnelles, qui a un aspirateur, etc. Et puis après, il y a le qui sait faire quoi. Et donc c'est en chantier encore parce que il va falloir qu'on trouve aussi des modèles de valorisation de l'échange. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu le temps d'explorer. Mais voilà, c'est ça aussi le collectif. Le Arlons-y aussi, le travail qui a été piloté par Parade, mais avec un certain nombre de tiers-lieux et des structures extérieures, c'est aussi mettre en commun un bout de papier pour valoriser chacune de nos actions, mais inscrire chacune de nos actions dans un ensemble et dans une dynamique qui part dans la même trajectoire. Je te remercie. En plus, je prends la parole, mais bon, tu as parlé de la vaissellerie, effectivement, et je vais parler pour les lieux qui sont absents, mais le pôle culture et patrimoine qui œuvre aussi dans le partage de matériel très précis depuis plusieurs années, et puis la CIA qui a fait partie aussi du collectif pendant un temps, qui fédère plusieurs associations, et le fait de mutualiser dans un espace, pareil, on a l'augmentation du prix au mètre carré et des fluides, clairement, on est dans la mutualisation d'espaces et de tenir ces espaces, essentiellement tenus par des bénévoles. Donc c'est aussi sur les ressources humaines. Et je rebondirai juste sur ce qu'a dit Catherine. On a travaillé justement en janvier sur l'analyse des besoins et des compétences de chaque lieu pour essayer d'initier du compagnonnage. Plutôt que de se faire aider par l'extérieur et les structures où les indépendants disparaissent, les lieux n'ont pas tous les mêmes degrés d'avancement. Est-ce qu'on peut s'entraider entre lieux avec des compétences particulières, alors administratives, gestion de projet ou autres, ça peut être très technique, et de valoriser ça en fonction, soit de l'échange, soit d'avoir un modèle financier, économique. À nous, on est en train de travailler dessus et on espère l'année prochaine pouvoir vous en parler. Je laisse la parole. Non, justement, j'allais demander pour qu'on respecte le timing et qu'on ne mette pas de retard dans la très bonne programmation de Convivencia. Est-ce qu'il y a 1-2 questions éventuellement maximum? C'est pas forcément une question, c'est une intervention sur 2 choses qu'on n'a pas évoquées. Une chose par rapport à la mutualisation, qui est peut-être la base du tiers-lieu, qui est la mutualisation d'espace. Demain, les territoires, ils vont devoir faire adopter des pratiques de sobriété foncière. On parle très peu des lois, très peu connues, des lois récentes, loi climat résilience, etc. Voilà, qui vont amener de toute façon cette contrainte créative fabuleuse. L'espace, on n'aura plus le choix, on devra le partager. On ne pourra pas avoir un lieu monofonction, c'est fini, parce que de toute façon, l'espace va devenir cher, parce qu'on va arrêter de s'étaler. Et cette contrainte, les tiers-lieux, quelque part, ils sont à l'avant-garde de ça. Ils sont en train de créer quelque chose par rapport à ça. Donc il faudra s'inspirer de toute façon demain. Je voulais venir sur un autre aspect pour moi qui va avec la mutualisation et que j'observe dans les tiers-lieux et ce que montre aussi ce collectif-là, c'est la vraie coopération. C'est-à-dire, il montre un petit peu la voie pour passer de la compétition,
C'est-à-dire, je repère une opportunité de marché ou d'activité, et ben je vais tout faire pour aller sur cette activité, développer un marché. Et ce qu'on observe dans les tiers-lieux, c'est plus l'idée de « moi, je ne sais pas faire ». J'observe qu'il y a un marché, ben, je vais dire que moi je ne sais pas faire et je vais aller chercher celui dans mon réseau qui sait faire. Et on est dans cette vision de coopération. Peut-être que la brique de compétences que j'ai pas, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et c'est aussi sur ce modèle économique différent qu'on peut envisager aussi cette forme de mutualisation, entre guillemets. Elle passe aussi par le fait de se distinguer chacun, reconnaître l'identité de chaque lieu, ce qu'il sait faire, et au lieu d'être en compétition, de prôner quelque chose qui soit de l'ordre de la coopération. Je voulais déjà vous remercier pour la qualité vraiment et ce que vous nous apportez aujourd'hui. Vous avez employé plein de termes passionnants. J'en ai pas entendu un. Et pourtant, il apparaît derrière tous vos mots, c'est le terme d'éducation populaire. Alors j'aimerais bien vous envoyer la question. Comment vous vous situez par rapport à ça? Il y a un chercheur de l'université, Guy Sez, qui travaille sur ces questions d'éducation populaire et qui situe clairement les tiers-lieux dans le champ du renouveau de l'éducation populaire. Voilà. Donc, quel est votre positionnement? Est-ce que dans le fond, vous dites on en fait, ça ne se questionne pas? Moi, j'ai l'impression que ça se questionne parce que vous rebâtissez quelque chose, vous reconceptualisez la question de l'éducation populaire. Juste par rapport à l'archipel, l'éducation populaire, nous, on crée des ateliers quand on crée des événements. Ça se fait d'une manière sporadique comme ça, c'est pas dans le temps. Et moi, j'avais dit tout à l'heure, je m'étais occupé d'un festival de court-métrage à un moment. Il fallait rentrer dans le cahier des charges de la ville. Et ça, franchement, moi, ça, voilà, je trouve pas ça très séduisant. Donc si je fais pas partie du cahier des charges, je veux pas faire justement éduquer. Donc comme j'ai des enfants, eh ben, c'est grâce à eux que voilà, je provoque des événements et que je provoque des ateliers. Mais ça se fait, voilà, ça se fait de cette manière naturelle. Et ensuite, on m'a proposé, il y a un mois, de participer à l'école en face à la Roquette, je ne me souviens plus. Voilà, de participer. Bénévole. Ok, Lucho, tu vas. Bénévole, on a fait un petit film, vidéo, et voilà, ça se fait comme ça, pour l'expérience. Et l'archipel, bah, forcément, comme on a des artisans et des artistes, eh ben, on ouvre de 16h à 18h nos ateliers pour les enfants, des inscriptions. Voilà, ça se fait comme ça. 30 secondes, ok. On peut en parler après autour d'une bière. C'est le principe de l'éducation populaire, non? Alors, moi, je l'ai pas pratiqué jeune, hein, donc j'en parle en représentant d'autres. Mais nous, clairement, voilà, on s'inscrit dans cette logique-là. Je ne sais pas si on la reconceptualise. Ça, je laisse ça aux chercheurs. Par contre, on la réactualise et au contraire, on la retravaille de façon plus concrète dans l'action, justement. C'est-à-dire, elle se régénère, voilà, pour moi. Et normal, hein, ça se remet au goût du jour et clairement, on est dans la droite ligne de, on réinvente rien. Voilà, c'est l'eau chaude. À l'archipel, je pense aussi qu'on essaye de garder quelque chose de très fort qui est présent dans l'éducation populaire, mais qui est aussi pas toujours facile à appliquer, parce que ça dépend aussi un peu de notre position à chacun, ou de comment on ne cède pas à des penchants de pouvoir. Mais d'essayer de casser vraiment au maximum l'idée, voilà, d'expert, du rapport au savoir, parce que le rapport au savoir, il est puissant. Ça, on l'a à l'archipel, je crois, d'essayer d'être très attentif à ne pas reproduire des formes d'expertise, et même dans les pédagogies, quand on fait des stages ou dans des ateliers, comment on est tous acteurs et on découvre les uns des autres. À la collective, qui est donc finalement un lieu collectif dans ce lieu collectif, le lieu ressources pour les femmes. Je pense que ça, on y est très très attachés, toutes celles qui interviennent et qui font vivre cette maison, à tel point que c'est quand même dans notre charte, voilà, cet attachement au principe fort de l'éducation populaire. Voilà, c'était vraiment un détail. Je suis désolée, il faut qu'on arrête, parce qu'il est 19h15, il y a la suite. Après, il y a la chef là, il faut négocier avec elle.
Oui, après, voilà, on vous invite de toute manière à venir discuter. Vous avez vu les visages maintenant, à venir discuter avec les différents acteurs. Merci à toutes et à tous. Merci à Convivencia, merci à Catherine. Enfin, on dit merci là, mais comme tu as dit, il y a 70 personnes derrière, mais merci à toi. Voilà. Et je te laisse annoncer la suite du programme. Oui, suite du programme. Juste pour répondre rapidement, il y a aussi une question c'est moi qui le fais, j'assume. Il y a aussi une question de mutation de vocabulaire. On est dans une société qui va parler plus de transmission que d'éducation populaire. Moi, je regrette effectivement parce que ça fait partie de ma culture et de la manière dont j'ai pu construire et me construire dans la vie. Mais voilà, il y a aussi un décalage et puis il y a une espèce de vocabulaire institutionnel sur des attendus de rédaction, de présentation de projets, etc., qui fait que éducation populaire, quand on le met dans un dossier, on a l'impression qu'on date d'il y a 50 ans. Donc, suite du programme. Profitez des représentants et représentantes des divers tiers-lieux pour faire mieux connaissance avec eux et elles. Leurs stands sont dans l'espace et les personnes sont ici. Vous pouvez aller faire un tour également sur le marché des alternatives et de la transition. Et puis donc un grand merci à l'ensemble des tiers-lieux parce qu'on a déjà compagnonné pendant plusieurs mois ensemble. Et puis merci à Maëlys qui fait un travail extraordinaire je mets de l'huile dans les rouages pour que ça fonctionne.